le territoire. C'est la composante principale des activités en plein air comme le surf. Son littoral, son fond marin, son climat, ses marées, autant de paramètres qui influencent directement la pratique des surfeurs. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'un territoire est indissociable de ses habitants et de leurs traditions. Et ramené à l'échelle du surf, ça impacte la façon dont les pratiquantes et les pratiquants interagissent entre eux. C'est précisément le cas de la Bretagne, une région à la culture maritime bien trempée, dans laquelle le surf prend de plus en plus de place. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Florian Mecca, j'ai 25 ans et je suis designer. Il y a 8 ans, je découvrais le surf et la Bretagne en explorant scrupuleusement son territoire. Bercé par des récits d'aventure aux confins de l'Antarctique, je m'identifiais à ces explorateurs dévorés par une obsession. À bord de leur vaisseau, ils reculaient devant rien, et surtout pas les températures glaciales. C'est un peu l'impression que j'avais, étant originaire de Marseille et sans avoir de matériel adapté pour surfer au chaud. Alors je suis pas un aventurier de l'extrême qui brave les océans et les glaciers, mais disons que j'aime sortir de ma zone de confort pour m'échapper de mon rythme de vie citadin. Je prends mon vieux van pour aller surfer et camper dès que possible, ou ma moto pour m'échapper vers les grands espaces. Aujourd'hui, avec le recul, je m'interroge sur ce shot de territoire que j'ai vécu à l'époque. La curiosité m'a ouvert les yeux sur une réalité que je ne connaissais pas, sans pour autant assimiler clairement ce que je découvrais. Comment la culture surf s'est implantée en Bretagne. Je décide d'entreprendre une expédition à l'assaut du territoire breton pour mieux comprendre les spécificités de la région et la façon dont elle articule les pratiques. Et pour aller plus loin dans l'exercice du terrain, j'ai un but bien précis. Fabriquer mon propre alaya, l'ancêtre du surf contemporain. Mais pas dans un atelier tout propre, avec une tonne d'outils sous la main, non. Sur la route, près des spots de surf, et sans outils électroportatifs, à l'ancienne. Et comme j'aime les défis, je pars faire tout ça avec mon vieux van, Gigantor. Le tout en 25 jours et en plein automne. Comme ça je serai sûr qu'il fera ni trop humide, ni trop froid. Et ben j'étais pas au bout de mes surprises, je vous préviens. En gros, je vous embarque dans une exploration documentaire sur l'identité territoriale du surf et sa culture houleuse. Lentement mais sûrement, je quitte Paris par la route, direction la Scierie Jamet, à Trémorel dans les Côtes d'Armor. Pour fabriquer mon alaya, faut bien que je commence par la base, trouver une planche de bois. Et pour avoir une base de travail semblable à celle des traditions hawaïennes, mon bois doit provenir d'un arbre abattu dans les environs. Le savoir-faire de la scierie m'évite de devoir trouver l'arbre en question, de l'abattre illégalement, puis d'essayer d'en sortir une planche. Ça tombe bien, parce que j'ai jamais abattu un arbre de ma vie, et il m'évite de belles galères. Le dirigeant de la scierie, M. Ferroliard, me présente leur stock et je m'arrête sur une belle planche de red cedar. Un bois résineux, imputrescible, avec une faible densité pour flotter sur l'eau, mais suffisamment résistant pour surfer dessus. L'arbre provient d'un village voisin et il a été abattu puisqu'il menaçait de s'effondrer sur une maison. Parfait. Il tronçonne la planche à la bonne longueur, on la charge dans le van et zou.
j'ai plus qu'à sculpter mon Alaya. Mais avant d'attaquer le chantier, on va revenir un peu en arrière dans l'histoire du surf pour comprendre d'où il vient. Les premières descriptions de la pratique du surf debout datent de la découverte de l'archipel d'Hawaï par James Cook en 1778. Je cite : « Les Hawaïens ont un autre moyen de se déplacer sur l'eau, sur des planches très légères et petites que nous appelons des planches de requin au regard de l'anatomie similaire de l'avant de la planche avec celle du requin. Sur ces planches, ils s'aventurent dans les plus grandes vagues et rament avec leurs mains et leurs pieds à vive allure. En effet, nous n'avions jamais vu des individus aussi actifs dans l'eau. » Vous imaginez, vous ? Vous êtes un explorateur occidental catholique qui sait même pas nager et vous débarquez sur une île avec une population qui fait du surf ? Pour rappel, au XVIIIe siècle en Europe, on est à fond dans l'esclavagisme et en France, la révolution n'a pas encore eu lieu à ce moment. Ils ont dû halluciner. Prendre du plaisir à glisser sur l'eau, dans la barrière naturelle que représentent les vagues, au péril de sa vie, la bonne blague. Eh bien ça s'appelait le Ehenalu, une coutume hawaïenne un peu plus complexe qu'un simple loisir. Elle intégrait au surf le système politico-religieux autochtone et remplissait plusieurs fonctions sociales. À l'eau, les Polynésiens partageaient les vagues sans distinction de sexe ni d'orientation sexuelle. Seule la hiérarchie sociale donnait la priorité sur les vagues et structurait la communauté. Les chefs surfaient des planches holo, lourdes et longues de près de 4 mètres, en bois rouge, la couleur des hauts dignitaires, et les gens du peuple surfaient des planches plus légères et courtes, en bois ordinaire, les alayas. Les Polynésiens étaient une des plus grandes civilisations maritimes de l'histoire, dont la mythologie attribuait une divinité à chaque activité. Leur perception de l'univers les faisait agir sans faire de distinction entre eux-mêmes et l'océan. Et ils étaient capables de se déplacer à bord de leur pirogue en consultant le ciel, le vent et la surface de l'eau. Tandis que les missionnaires, il leur fallait des maxi-instruments de navigation, une carte et des bateaux énormes. Et ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Ils vivaient en symbiose avec leur environnement et ça leur a permis d'établir un savoir et une technologie maritime complètement inédites. Les Polynésiens utilisaient jusqu'à 16 bois différents pour construire leur embarcation selon des critères techniques et symboliques. Le tout associé à une utilisation judicieuse des ressources naturelles et de rituels religieux tout au long du processus de fabrication. Pour la réalisation d'une planche de surf destinée à la royauté par exemple, un prêtre, Kauna, chargé de sa fabrication, sélectionnait un arbre après l'avoir observé plusieurs jours pour s'assurer qu'il n'était pas habité par quelconque être vivant. Ensuite, un poisson, Kumu, de couleur rouge, était enterré au pied de l'arbre après plusieurs prières avant d'abattre ce dernier. Une manière de matérialiser la réciprocité entre l'océan et la terre. On extrait un arbre des terres pour ensuite le mettre à l'eau. Donc on extrait un poisson de l'eau pour nourrir les terres. La plupart des planches avaient leur petit nom et elles pouvaient être très convoitées. Elles étaient complètement connectées au territoire, puisqu'en plus d'être façonnées pour leur type de vague, elles provenaient directement de la terre qu'ils habitaient. Revenons-en au terrain. Pour cette expédition du territoire breton, je suis allé à la rencontre de 10 intervenants. Des surfeuses et surfeurs qui vivent un quotidien influencé par les vagues et leur territoire. La région offre une grande diversité de littorales, et j'ai commencé par m'immiscer dans celui de Camille, dans le Finistère Nord. J'ai pu le suivre une matinée dans ces vagues piégées d'une crique hostile et rocheuse. Mais pour lui, ça va au contraire bien plus loin que cet état de surface. Décrire un petit peu plus la typologie de ce spot maison. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'y sens rattaché de cette manière? Je m'y sens attaché par la promiscuité. Il y a une certaine intimité dans un lieu qui est ouvert sur l'océan
il a la particularité d'être en fer à cheval. Donc on peut se sentir comme dans une alcôve ouverte pour que finalement la mer nous apporte des vagues. On est vraiment dans cette partie de rivage complètement mixte où on rentre finalement le surf dans la côte par cette fissure qui s'est faite sur ce spot. On a ce côté avec des arbres, de la forêt, on a une plage juste à côté du spot qui est pour moi une des plus belles criques qu'on a dans le coin, avec un sable qui est juste magnifique. On a un équilibre de beaucoup de choses entre la roche, la végétation, la mer. On a des fonds qui sont extraordinaires quand la mer est ultra calme. C'est une eau cristalline ouverte sur le large avec des zones d'algues qui sont magnifiques. Et puis il y a ce côté du nom du rocher du fond, qui est le roc en Hollande, qui veut dire roche au sel, avec cette idée du sel qui sèche sur la roche. Et ça fait beaucoup de petites choses, en fait, un puzzle qui amène à construire et en même temps te sentir autour de cette image, de cette perception des choses. Savoir par des anciens que c'est un lieu qui a été habité depuis très longtemps, qu'il y a des petites choses que la plupart des gens ne remarquent pas et qui font que le spot est construit, qu'il existe depuis vraiment très longtemps, et de se dire que finalement on est tout petit face à une vague, et on est aussi tout petit par rapport au temps et à l'espace-temps où les gens ont vécu dans cet endroit-là. Et de façon différente, parce que le surf est anecdotique dans le temps de cet endroit. Le territoire façonne une vision, et en tant que surfeur, on a un rapport assez singulier avec lui. En Bretagne, on constate deux types de surfeurs, les natifs et les adoptés. Et ils se retrouvent pourtant tous les deux avec le même enjeu, mais sans avoir la même carte. Entretenir un rapport privilégié avec leur littoral en étudiant son fonctionnement. Pour surfer une vague, il faut comprendre sa mécanique, induite par le territoire qui l'accueille. Ajoutez à ça le choix de la planche, qui correspond le mieux à ses caractéristiques, et vous obtenez plein de petites scènes locales. Je suis ici depuis une bonne vingtaine d'années, dans la région de Saint-Malo, plus largement. Je suis arrivé un petit peu par hasard, parce que je ne suis pas du tout originaire d'ici. J'ai passé mon enfance entre Lyon et l'Ardèche. Et puis j'ai pas mal bougé dans le sud de la France. Je suis remonté en région nantaise pour atterrir en Bretagne. À l'époque, j'étais encore à Lyon, j'étais au lycée. Mon papa m'emmenait au bord de la mer. Et pour mes études, je suis parti en Méditerranée et j'ai commencé là-bas à beaucoup surfer. Le surf, on peut dire que ça a beaucoup, la mer, mais le surf surtout, beaucoup orienté mes choix. Dès lors que j'ai commencé en fait, dès que j'étais enfant. En fait, les choix, ils ont déjà été faits, initiés par mes parents, je pense, en m'emmenant au bord de la mer, systématiquement. Toujours. Et après, quand j'ai été en âge de faire mes propres choix, dès l'adolescence, on va dire, je les ai faits toujours pour me rapprocher de la mer, pour pouvoir surfer, pour pouvoir être au bord de l'eau. Moi, c'est Pinfoul, le spot que je fréquente le plus. C'est commune de Landunvez, nord-ouest du Finistère. Un spot tout en longueur, qui rentre dans la terre, étroit et profond. Quand il y a des bonnes conditions de houle, tu as une droite qui peut être assez creuse, qui part des rochers. Donc là, ça va être plutôt un groupe de jeunes avec des planches courtes, manœuvres assez radicales, assez explosives. Après, globalement, c'est des petites vagues, 1 mètre, 1 mètre 20, molles. Donc là, un surf plus tranquille, débutant et confirmé, mais avec des planches plus volumineuses. Marée haute peut toujours avoir 2-3 bouts de vagues qui déferlent, et là, ça va être plus du longboard. Voilà, des petites vagues, 50-80 cm, qui déferlent à peine, mais suffisant pour glisser en longue planche. Un peu plus au nord, tu as une dalle où là, il y a plus des bodyboarders un peu téméraires qui y vont. Vraiment avec une vague de dalle qui peut être assez costaud, et voilà, là, du bodyboard qui va dérouler jusqu'au bord des rochers avant de retourner et palmer assez rapidement vers le large. Mais si je dois aller à la plage, je vais pas à Pinfoul. Par contre, si je dois aller faire du surf, je vais à Pinfoul. Si y avait une carte avec des caractéristiques du nord comme ça, je sais pas, moi j'associe beaucoup les endroits à ce que j'y fais, quoi. Donc, derrière Pinfoul,
Il y a un autre coin où c'est là où je fais de la chasse sous-marine, c'est sur la carte, c'est croix chasse sous-marine. Un autre coin, il y a un spot de repli, c'est croix spot de repli. Un autre coin, c'est plus très rocheux, beaucoup de rochers, hop, kayak paddle. À ce moment, j'avoue, je les jalouse un peu. Moi aussi j'ai envie d'avoir mon spot de surf qui match avec ma personnalité et mon histoire. Quelle chance ils ont de se sentir chez eux, même dans un environnement aussi sauvage et incontrôlable. Mais l'odeur de la planche de bois qui embaume tout mon van me rappelle que j'ai un chantier à commencer. En préparant mon expédition, j'ai étudié les alayas pour fabriquer celui qui sera le plus adapté à mon gabarit et au style de vague que j'aime surfer. Ça m'a permis de fabriquer un gabarit pour tracer les contours de l'alaya sur la planche de bois avant de le découper. Pour des raisons de stockage, il est en papier et pas en médium comme les shapers, ceux qui fabriquent les planches de surf. Eux, ils conservent ces reliques toute leur vie. Alors je sais, je vais pas aller bien loin dans le temps avec mon bout de papier froissé, mais mon fichier 3D à la base de cette impression, lui, vivra un peu plus. J'attrape la scie japonaise que m'a prêtée mon ami Maxime, et en avant pour la découpe. Vous devez vous demander par quelle magie cette planche de bois va me permettre de surfer, non? Eh bien rassurez-vous, j'étais comme vous au début. Avant de le fabriquer, je n'avais jamais vu d'alaya en vrai, uniquement dans les vidéos et dans les livres. C'est une fine planche de bois, tout ce qu'il y a de plus plat, et sans dérive, cet aileron qui permet de contrôler ses trajectoires dans les vagues. Tout l'inverse des planches de surf contemporaines, qui sont plus ou moins courbées et qui peuvent avoir jusqu'à 5 dérives pour accrocher la surface de l'eau. Ensuite, la planche a une certaine flottabilité, mais pas quand on est dessus. C'est pas un flotteur comme les autres planches, souvent faites en mousse polyuréthane. Ça complique les déplacements dans l'eau, et il faut nager avec une planche qui coule, plutôt que de ramer allongé sur une planche qui flotte. Et en plus, on n'a pas de leash, ce cordon synthétique qui nous relie à la planche. Donc si on la laisse s'échapper dans les vagues, c'est ciao la planche en bois, et on a intérêt à nager vite. Mais à part ces quelques aspects pratiques, l'alaya présente une technologie de fabrication fascinante du monde nautique, le concave. Sur la partie inférieure de la planche, celle qui est immergée, on retrouve cette forme creuse, comme celle d'une cuillère. Et bien ce concave optimise la circulation de l'eau et stabilise la planche quand on est sur la vague. En pratique, ça permet d'avoir la partie arrière de la planche et ses bords dans la vague et de manœuvrer en glissant. Mais bon, ça, je pourrais le confirmer quand j'aurai testé ma planche. Pour l'heure, je prends la route de la Torche, l'iconique spot de surf du Finistère, pour rejoindre Mégane en fin de journée. Nous sommes restés à l'eau jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon. On se sent tellement bien sur cette grande plage de sable qu'on attend vraiment de ne plus rien y voir pour rentrer chez nous. La Torche, c'est un endroit où on peut surfer toute l'année, avec des vagues qui sont adaptées à tous les niveaux, qui sont très bien aussi pour débuter. On a la chance que ça marche toute l'année, c'est-à-dire que ça capte un peu toutes les houles. Après, en fait, dans les environs, comme il y a une côte qui est très découpée, on peut choisir en fonction des conditions des spots de repli. S'il y a trop de houle, par exemple pour la Torche, que c'est très gros, on peut aller sur d'autres spots qui vont être plus petits. Ou alors plus abrités, mieux orientés pour la direction du vent. En fait, dans ce coin-là, c'est pas mal parce que si on fait il y a des vagues un peu partout, quoi. En fait, c'est ça. La Bretagne offre tout un tas de typologies de plages et tout le monde a un genre de littoral favori. Quand un surfeur fréquente régulièrement un spot près de chez lui, il le qualifie généralement de home spot. On y surfe, on y retrouve ses proches, on y fait bronzer quand il fait beau, bref, on domestique l'espace naturel avec nos petites habitudes. Après tout, on se sent bien chez soi parce que le lieu nous ressemble, non ?
Cet anglicisme trahit pourtant le localisme qu'on peut retrouver à certains endroits. Pêle-mêle, tout le monde finit par s'approprier le même territoire au final. Et on est un peu obligé de cohabiter avec les autres. Un peu comme sur la route au final. Et c'est en partie pour ça que les surfeurs bretons ont l'habitude d'avaler les kilomètres d'une plage à l'autre. Alors, un terme qui pourrait le remplacer, c'est une superbe question parce qu'il y a des vrais sujets autour du home spot. Tu vois, ici, c'est là où on fait l'interview. Effectivement, on est chez moi. C'est quelque chose qui t'appartient, tu vois, ta maison. Un lieu qui t'accueille ou quel est le lieu qui t'a le mieux accueilli dans ton surf, tu vois, serait plus approprié qu'une notion de home spot, ouais, effectivement. Et la baie, ouais, pour le coup, il y a ce sujet d'accueil. Tu t'y sens bien, pas parce que, au fond, tu surfes bien ou parce que t'es chez toi. Tu t'y sens bien parce qu'on t'a accueilli. Quand tu vas dans l'eau, t'as des sourires, ou t'as des bonjours, ou t'as cette notion de partage. Et pour moi, la baie, c'est synonyme de ça, tu vois. C'est pas synonyme d'appartenance ou parce que je surfe beaucoup là-bas. C'est quelque chose qui m'appartient. Quand quelqu'un apprécie un lieu, alors c'est pareil, je pense que t'as ceux qui partagent le surf, t'as ceux qui sont plus sur de l'individualisme. C'est une approche. Mais en tout cas, quand t'es sur la notion de partage, je pense qu'on parle plus de terre d'accueil que de home spot. Ouais. Quand je quitte Brest pour retourner dans le Finistère Sud et que je dis aux amis on se retrouve pour surfer, je dis souvent on va surfer à la maison. Et c'est un peu la traduction même du home spot, mais c'est ça que je ressens, c'est un lieu qui est vraiment ancré comme le lieu familial. Home spot, ça fait un peu plus localisme que j'y vais pas parce que c'est chez moi, j'y vais parce que c'est là que je me sens bien en fait. En considérant la torche comme la maison, c'est aussi pour moi un peu le lieu incontournable pour découvrir le surf quand on vient en Bretagne, en Finistère Sud. C'est un endroit magnifique, c'est emblématique. Donc on a envie de montrer, c'est là que j'ai appris, c'est des endroits qu'on connaît bien, donc on peut les aider aussi. Tu vois, faut prendre le courant, il faut faire ça. Comme on s'y sent bien, on peut mettre à l'aise les autres aussi quand on les invite à venir surfer avec nous, ou des gens qui ne connaissent pas du tout le surf et qui ont peur. Nous, comme on est rassurés d'être chez nous et à la maison, on peut bien aiguiller les autres. Alors ouais, je suis prêt à rouler. Pour aller chercher de bonnes conditions, je suis prêt à rouler, mais dans le périmètre de la maison, quoi. Tu vois, je suis pas un fan de Joe en me disant il y a des conditions qui vont se faire à Quiberon, ou tu vois, même 150 bornes, c'est trop pour moi. Donc, mais pour plein de raisons aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a des créneaux qui sont un peu plus restreints, tu vois, de par le boulot, de par la vie de famille, etc. Donc tu peux pas non plus te barrer à 600 bornes aussi facilement qu'avant. Donc là, non, aujourd'hui, ça se résume vraiment à 30-40 km, quoi. Alors, je roule beaucoup. J'ai surtout beaucoup roulé. Quand j'ai eu mon permis, là, c'est parti en cacahuète. Je faisais beaucoup de kilomètres. Et oui, je pense qu'il y a toujours la quête de la meilleure vague au meilleur moment. Et comme la côte est très escarpée en Bretagne, ça implique de faire déjà plusieurs heures de voiture. J'ai déjà fait des après-midi à allonger la côte où on regardait, on passait devant un spot, on disait « Ah, ce sera peut-être mieux après ». Donc on va voir après l'herbe toujours plus verte à côté. Parfois ça n'en finissait pas et on retournait au premier spot et la marée était passée. Donc ouais, j'ai beaucoup roulé pour trouver des vagues. A posteriori, j'essaye de maintenant aller à un endroit et de surfer le moment. Je suis là, je surfe maintenant. Ce sera peut-être mieux à un autre endroit, mais ce sera peut-être pas mieux. Donc autant en profiter. Si c'est bien là, j'y vais tout de suite. Donc j'essaie de réduire les kilomètres là-dessus. On a tellement de kilomètres de côte, tellement de propositions, et finalement, en étant la Bretagne une péninsule, permet de jouer de ça. C'est-à-dire que les spots sont tous un peu loin des autres, mais finalement, on est toujours sous la tranche des 1h30, 2h. Donc même en hiver, sur des journées courtes, la route, ça se fait. Donc on va s'abriter. Ceux du sud vont venir quand le vent est sud-ouest, et nous, on va se déplacer quand le vent est nord-est. Donc il y a toujours un mouvement de questions-réponses, un petit peu on va aller chez vous cette fois-ci, c'est vous qui venez la prochaine fois. Parce qu'on a ce côté péninsule et qu'on a un bon réseau routier et qui quand même permet d'être hyper efficace sur se déplacer sur un spot. Si on prend en exemple par exemple le sud-ouest, on va dire les Landes et le Pays Basque, c'est une zone de 40 à 60 km, donc c'est rien du tout par rapport à chaque morceau que chacun de nous va avoir.
mais ils ont finalement qu'une exposition. Donc quand elle est mauvaise, elle est vraiment mauvaise, alors que nous, on a toujours une solution de repli. Et c'est bien ça qu'on appelle en hiver, quand le mouvement est mauvais, on va au repli. Le terrain de jeu est immense. Chaque week-end, toutes et tous ont la possibilité d'explorer leur région à la recherche d'une nouvelle vague. En répertoriant les littoraux et en s'immergeant dans de nouveaux milieux naturels, ça finit par faire un paquet de cartographie mentale du territoire. Enfin, surtout quand la Bretagne est tranquille et qu'il n'y a pas une tempête qui retourne toutes les plages. Dans ma maison atelier à 4 roues, je suis un peu limité en termes d'outillage. Et vu l'épaisseur de la planche, il va falloir que j'affine sérieusement sa silhouette. Je préfère même pas imaginer le temps que j'y passerai avec mon petit rabot. Je me mets direct à la recherche d'une raboteuse pouvant avaler ses centimètres de trop, et j'atterris à la menuiserie Cornille-Jacqui. En une poignée de passage dans la machine, mon Alaya perd le double de son volume. Il y a du progrès. Et c'est pas du luxe pour tenir mes délais, surtout que je suis en plein dans la tempête aurore qui frappe toute la Bretagne. Il pleut, ça souffle et ça caille. Dire qu'il y a des gens qui vont sûrement aller surfer dans ces conditions. Perso, j'ai juste à passer la tête par la fenêtre pour prendre un bain. Mais je préfère me réfugier dans le van et prendre le temps de me renseigner sur l'établissement du surf en Bretagne. En France déjà, c'est qu'à partir de 1860 qu'on découvre largement les bienfaits de la baignade, avant de glisser vers une pratique récréative à l'arrivée des congés payés en 1936. La pratique thérapeutique et bourgeoise des bains de mer a été exportée par les aristocrates anglais en France au début du 19e siècle, après avoir créé des stations balnéaires sur leur littoral. Cette coutume s'installe donc à Dieppe avec Madame de Boigne, puis plus tard à Biarritz avec Napoléon III. À cette époque, la France avait d'ailleurs des colonies établies en Polynésie, dont Hawaï, et une variante du bain de mer y était plébiscitée par ses médecins, le bain à la planche, autrement dit le surf, qui était formellement interdit par les missionnaires euro-américains. Bien joué les gars, vous êtes des génies. Et pendant qu'on apprenait à se baigner en France, le surf évoluait, en intriguant les colons des îles d'Hawaï, puis en séduisant des écrivains comme Jack London. Mais c'est surtout grâce à d'illustres personnalités qu'il finira par prendre une ampleur internationale. George Frith, Duke Kahanamoku, Isabelle Latham, Tom Blake, Pete Peterson, Bob Simons, Bruce Brown, le clan Calhoun, Joyce Hoffman, George Greenough, Linda Benson, jusqu'à arriver timidement à Biarritz en 1956, avant la création du premier club de surf quelques années plus tard. La presse et la télévision font découvrir cette curiosité au reste de la France, comme notre belle Bretagne. Et il faut attendre en 1970 pour voir apparaître les premiers pionniers du surf breton, dont la pratique reste très marginale jusqu'aux années 90. Et cette récente pratique de la baignade en France marque bien l'écart qu'il y a entre les surfeurs hawaïens et nous. Personnellement, j'ai dans mon entourage des personnes qui surfent, mais qui ne savent pas forcément bien nager, voire qui ont peur de l'eau. Ça peut paraître fou, mais je suis sûr de ne pas être le seul. Et s'il y a bien un type de personne qui est bien placé pour nous parler de l'importance de la nage dans les vagues, ce sont les body surfers. Une expérience simple sur le papier, mais sur laquelle Aïcha m'a ouvert les yeux en partageant une session lors de mon passage sur la presqu'île de Crozon. Quand on fait du body surf, on utilise uniquement son corps et des palmes pour se propulser dans les vagues à plat ventre. Ça nécessite d'être bon nageur et d'accepter de prendre un peu moins de vagues qu'en surf. Mais là, on fait vraiment corps avec l'eau et c'est une glisse bien plus pure. Alors pour moi, le body surf, c'est un retour à l'essentiel. Dans les Landes, le body surf est assez développé. C'est une culture qui est en lien avec justement les nageurs sauveteurs. Mais et c'est voilà, juste des palmes, les vagues, et c'est tout. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime, ce retour à l'essentiel, faire corps avec la vague. Et ici, j'ai ramené ça avec moi. Il n'y a pas grand monde qui pratique, mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien la solitude, donc moi je vais pour aller dans l'océan. Et je me sens en harmonie avec les éléments.
Le but est de... Je suis obligée d'avoir une combi, malheureusement. Si je pouvais pas en avoir, ça serait encore mieux. Mais c'est d'être en osmose avec le paysage qui m'entoure et l'océan. Donc de sentir la vague me soulever, d'être dedans, de sentir l'eau sur mon visage, de la caresser du bout des doigts, d'être portée. Voilà, c'est tout ça. Et j'ai l'impression de... On appartient tous à la nature. Malheureusement, dans notre quotidien, on l'oublie un peu. Et là, je refais corps avec les éléments, c'est ma place, quoi. Dans l'eau, je me sens à ma place. Je me disais, on va aller s'imprégner de la nature, si on y va à pied ou en vélo, c'est pas pareil. À pied, on est ancré dans la terre, on sent les énergies. Là, c'est pareil, il n'y a pas de... Je suis pas séparée de l'eau, je suis dans l'eau. Le surf, en fait, pour moi, avec la planche, je trouve ça formidable de glisser, d'aller loin, de faire des figures et tout ça. Mais je suis trop séparée de l'eau. J'ai besoin d'être dedans. C'est dedans que je me sens le mieux. D'ailleurs, quand je rêve la nuit, je rêve que je suis dans l'eau, hein, je ne suis pas dessus. C'est dedans. Même des fois, je rêve que je respire dans l'eau, mais ça, j'y arrive pas encore. Peut-être plus tard. Alors que le territoire va avoir un effet particulier sur le style de planche de surf choisi pour optimiser sa glisse, le body surf semble pouvoir se nicher dans n'importe quel type de vague. Le surfeur rame sur un objet optimisé pour surfer et le body surfer nage pour se donner les capacités de glisser sur l'eau. Le mélange de ces contraintes me fait penser à mon Alaya. Je devrais nager avec puisqu'il ne flottera pas lorsque je serai dessus, mais il me permettra de glisser plus longtemps que si je n'avais pas de planche. C'est un sacré casse-tête, mais faire l'expérience de sa construction va me permettre d'aller plus loin dans mon raisonnement. Dans l'histoire, à Hawaï, il y a Pipeline qui a donné lieu à un modèle de planche qui s'appelle les Pipeliners, qui sont des single fins hyper affinés et tout ça. Donc du coup, ces planches-là ont été faites spécifiquement pour ce spot-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit peut-être un peu moins parce qu'il y a tellement de planches qui peuvent marcher dans différentes conditions qu'il y a un peu de tout sur chaque spot. Mais à l'époque, c'était beaucoup ça, je pense. Aujourd'hui, c'est plus, voilà, c'est un spot à petite vague, du coup, on va prendre des longboards. C'est un spot, les landes, c'est plutôt des spots à petites planches. Mais ouais, il y a beaucoup de modèles qui marchent dans beaucoup de vagues différentes maintenant, donc on voit moins ce côté une planche égale un spot, quoi. Mais déjà, quand tu passes de la côte sauvage aux plages, tu vois quand même une différence. Tu peux pas tout faire avec une planche de la côte sauve et inversement. Par exemple, je fais quasiment que des single fins, donc en soi c'est un gros modèle. mais après, au niveau longueur, largeur, climb, un seul modèle, c'est quand même compliqué d'avoir un modèle pour tout, quoi. C'est quasi impossible. Depuis que je shep, je me suis beaucoup amélioré en surf parce que je comprends mieux la planche, je comprends mieux comment ça marche, qu'est-ce que le shape influe sur le surf. Et ouais, je pense que comprendre le shape d'une planche de surf, ça nous fait grandir en tant que surfeur aussi. Donc, En fait, pour moi, c'est vraiment deux cultures différentes. L'Alaya, c'est un mot qui n'a pas vraiment de traduction, qui pourrait ne pas vraiment avoir de traduction. C'est le mot polynésien utilisé pour décrire une planche dans tel bois, épaisse comme ça, longue comme ça, parce que selon la longueur, il y a d'autres mots comme paipo et holo. Et voilà, donc l'Alaya, c'est vraiment un objet à part entière qui est différent de la surfboard, qui est pour le coup un objet plutôt occidental et moderne, alors que l'Alaya, c'est plus traditionnel et de culture polynésienne ancestrale, quoi. C'est dur à surfer, quoi, quand tu es conditionné à la surfboard et que c'est une bouée, une planche de surf. C'est ce qui permet au plus grand nombre d'en faire. Je pense après, j'ai jamais réussi à surfer une Alaya correctement, hein, mais de par la lecture de l'objet, des vidéos que j'ai vues et des conversations que j'ai eues, ça paraît être en termes de glisse l'objet parfait. La surfboard à la rame, pour se déplacer, pour se positionner sur le spot, en fait, c'est un véhicule. C'est dans le sens où c'est un objet qui permet à un humain de se déplacer, de se mouvoir. L'Alaya, elle n'a pas ce truc-là. C'est pas un véhicule, c'est plutôt l'objet que tu emportes pour glisser, mais qui n'est pas fait pour se déplacer dans l'eau, mais vraiment pour glisser sur les vagues quand elles arrivent. Donc il faut apprendre à
à l'accompagner, à ce qui nous accompagne en fait plutôt. Donc, du coup, voilà, c'est un objet sur lequel à nager en fait la meilleure technique pour se déplacer dans l'eau sans rien, c'est la nage. Donc l'idée c'est la Laia, c'est de réussir à nager correctement avec pour se déplacer correctement avec. Je pense que ça correspond aussi à une typologie de vague où la Laia c'est un objet dont le design a émergé dans une région du monde où les vagues c'est des vagues de récifs, donc creuses, de taille assez conséquente. Et en fait, tu es moins dépendant de la nage pour le take-off puisque la pente génère le take-off plus que dans des vagues molles où tu compenses la faible pente par de la vitesse de rame. Du coup, ben, là, effectivement, la surfboard a son avantage. En Bretagne, aller faire du surf peut s'apparenter à entrer dans une arène. On s'équipe en coulisses avec une épaisse combinaison néoprène, puis on marche tout emmitouflé jusqu'à la plage. Et s'il y a du monde à l'eau, alors là, faut se faire une place derrière les vagues au line-up, rivaliser avec les planches faciles à la rame, observer jalousement celles et ceux qui sont toujours mieux placés au départ des vagues, et se débrouiller pour surfer un peu. En tout cas, je m'imagine déjà avec mon Alaïa qui flotte pas au milieu de tout ça, ça promet. Je vous l'ai jamais vraiment présenté, mais ça, c'est mon atelier. Et travailler dehors, c'est bien beau, mais il faut tout le temps composer avec la météo et le taux d'ensoleillement, surtout en automne. Du coup, je renouvelle constamment son installation, et autant vous dire qu'on est loin de sa formule stabilisée et bien éclairée. Mais là, ça y est, je suis dans le vif du sujet. Je râpe et rabote la Laïa sans relâche pour faire apparaître les courbes de l'objet et donner du volume à cette planche de bois. Ensuite, il faut poncer en réduisant l'intensité des grains du papier de verre petit à petit. Puis finir avec de la paille de fer. C'est rébarbatif, ça donne chaud, et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir enfin finir cette planche et la huiler. Pas de vernis ni de résine, ni tout autre composé synthétique. Les Hawaïens protégeaient leurs planches avec de l'huile de coco, moi ce sera avec de l'huile de lin et un petit peu de brou de noix pour la teinte. Bientôt, à moi les plages bretonnes et leurs vagues qui déroulent bien comme il faut. La Bretagne, c'est la région qui m'a fait passer un cap dans ma pratique de surfeur. Avec ses 2470 km de côte, le littoral breton occupe un tiers des côtes françaises métropolitaines. Vous comprenez pourquoi c'était le terrain idéal pour cette expédition. La région se divise en 4 départements, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Et chaque département a sa propre étiquette en termes de typologie de spots de surf et de pratiquants. La Bretagne offre une grande diversité de plages propices à la pratique du surf, comme de larges étendues de sable contenues dans un littoral découpé dans les Côtes-d'Armor, des criques rocheuses à la forme sculptée par la rudesse des éléments dans le Finistère, de grandes plages de sable fin retenues par les landes du Morbihan, ou encore des presqu'îles où les falaises plongent dans l'eau, n'offrant des conditions propices qu'à certains moments de la marée. Et
Et malgré l'apparition de la météo marine en temps réel, rien ne remplace la connaissance d'un spot pour savoir quand les conditions sont bonnes pour se mettre à l'eau. Is surfing that difficult to find all over the world? It is, because the good days of surf are very rare, even in Hawaii and California. There's no way you can get prior information before you go. You can't write a letter to somebody and say, hey, how's the surf in Japan? Because no one knows. They could care less really over there how it is. So you go there and you just have to kind of look at a chart or a map and try and find what's the best part of the coastline to explore. First of all, where the reefs might be, what areas lined up to maybe catch the proper swell, and then visit that area first and keep your fingers crossed, hope for the best. Cette archive a 57 ans et elle est toujours d'actualité, même en Bretagne. À l'heure du tout numérique, alors qu'il n'a jamais été aussi simple de se mettre au surf, puisque c'est un algorithme qui note la qualité des vagues à l'avance, on rencontre quelques problèmes de cohabitation. De l'esthétique très léchée et superficielle des réseaux sociaux, au spectacle qu'offre la compétition, chacun trouve la porte d'entrée qui lui parle le plus. Et ces écarts de style, de niveau ou de compréhension du milieu marin peuvent créer des tensions qui se règlent soit à l'eau, soit sur les parkings. Et croyez-moi, on a beau avoir le meilleur équipement pour affronter le milieu naturel, on n'en reste pas moins démuni quand il s'agit d'affronter le comportement des personnes autour de nous. C'est ce qu'on a voulu éviter avec Fanny, en allant surfer au lever du jour au nord de l'Orient. Elle m'a donné rendez-vous sur ce spot très tôt pour plusieurs raisons. Ses obligations professionnelles, profiter du lever de soleil et surtout être les seuls à l'eau. Alors moi, j'ai jamais été vraiment victime de personnes malveillantes ou voilà, il y a peut-être juste 2-3 réflexions au début quand t'es débutant et que tu taxes voilà, sans le savoir. Et moi-même, j'ai pu ressentir certains agacements au point de voilà, dire bah, attends, là, je suis dessus, Avec la démocratisation qui se passe, même pour nous l'été, enfin ça reste la Bretagne, même si on se met pas en swimsuit à faire la diva, ça reste des spots qui sont de plus en plus prisés, quoi. Concrètement, on y est un petit peu plus confronté, donc on apprend à cohabiter. On apprend aussi à se lever plus tôt ou à s'adapter dans les horaires pour que cette cohabitation se passe le mieux possible, ou en tout cas qu'on soit nous satisfaits des conditions qu'on rencontre et que ce soit pas que le fait qu'il y ait du monde en tout cas ne vienne pas comme un énième problème de conditions météo. Je pense que le caractère breton peut avoir engendrer un franc-parler sur l'eau, mais je trouve pas ça très choquant maintenant que je suis dedans en fait. Je pense que c'est quelque chose qui permet d'aller droit au but et puis on n'a pas forcément le temps de bien s'exprimer. On peut aussi sur le parking rétablir les choses. Mais on peut aussi les aggraver en waxant les pare-brises. Donc, en fait, on l'entend beaucoup pour la Côte Sauvage. Parce que là, c'est vraiment un pic et il y a un système de manège un peu. Quand tu reviens, c'est ton tour et si tu loupes ta vague, bah voilà, t'es mort. Après, le beach break laisse quand même vachement de place au fait de rater sa vague et c'est pas grave. Et il y a un côté quand même bon enfant à l'eau, là où moi je vais, quoi. Avant l'arrivée du surf en Bretagne, l'océan et la mer étaient uniquement des zones de travail fréquentées par des générations de pêcheurs. Beaucoup ayant perdu la vie, laissant leurs femmes et leurs enfants orphelins d'un père ou d'un frère. Autant dire que c'était impensable d'envisager ce lieu de labeur en zone de jeu. Et ça a peut-être participé à l'image masculine qu'on se fait du surf en Bretagne. La mer, c'était quelque chose de vraiment dangereux. Et du coup, c'était mal vu aussi pour les pêcheurs d'aller jouer comme ça dans l'eau. Enfin, je crois, de ce que j'ai entendu dire, c'est que les premiers surfeurs qui se mettaient à l'eau, il y avait certains pêcheurs qui voyaient pas ça d'un bon oeil. Parce que voilà, c'était pas un lieu pour déconner, quoi. Et du coup, peut-être que, ouais, fallait être plus téméraire. Aussi par le fait que l'eau était froide, qu'il n'y avait pas forcément de combinaison. Je pense que déjà il y a une rudesse, comme on le dit depuis tout à l'heure, de météo. Ça s'adresse pas à tout le monde. C'est vrai que de toute façon, nous on a fait le deuil en tant que surfeuse
et surfeurs, enfin, de pouvoir surfer en short de bain ou en maillot de bain. Ça, on sait que ça n'arrive pas, ou alors une fois par an. Il faut accepter l'inconfort qui va avec. C'est aussi des spots où parfois il y a 1 kilo d'algues au niveau de la table basse sur le spot pendant 1 ou 2 mois. Et je pense que c'est plutôt tous ces éléments qui peuvent rendre le contexte hostile, qui font que au final il y a une sorte de tri qui se fait et qui, que ce soit pour la pêche ou autre, aller braver à 5h du mat une mer qui peut être démontée pour aller pêcher du poisson, je pense que tout le monde n'en est pas capable. Et même le froid, pouvoir manipuler des choses avec les mains. Alors je sais qu'au niveau des filets de pêche et de la manipulation, ça peut être très compliqué. J'avais lu un bouquin sur une femme marin comme ça, et effectivement elle voyait bien qu'elle avait ses limites en fait. Même quand tu lis des livres d'Anita Conti, tu te rends compte qu'en fait c'est un ovni dans ce monde-là, mais que ça avait des explications, quoi. Et je pense qu'en fait ça se démocratise au sens juste les femmes font de plus en plus de surf et acceptent, c'est pas être une warrior en fait, c'est j'aime la glisse mais j'accepte ce qui va avec sur le territoire où je suis, c'est-à-dire une eau qui peut être très fraîche rapidement dans l'année, quoi. Après il y a tout un truc aussi qui fait que c'est un sport qui était plus médiatisé avec des hommes, donc du coup moi je vois plus le fait qu'il y ait moins de femmes dans l'eau, je voyais plus ça du fait que c'était dur de s'identifier aux surfeurs. Quand t'es une fille, que tu vois des hommes surfer avec tout l'imaginaire qui va autour, tout l'univers, tu t'identifies pas forcément à ce sport-là. Enfin, quand je dis ça, moi j'ai plus l'image en tête des magazines Surf Session, dans les premières éditions qu'il peut y avoir, et c'est un univers où moi je m'identifiais pas trop, donc peut-être que ça a pas poussé des filles à en faire, mais c'est une question difficile, savoir d'où ça vient le fait qu'il n'y ait pas de filles dans l'eau, parce que comme on le disait à l'origine, le surf c'est un sport masculin, féminin, je trouve pas qu'il y ait besoin d'une puissance, d'une force physique particulière que les femmes n'auraient pas. Je trouve que les femmes apportent justement toute une vision différente, même à l'eau. Je sais pas, c'est toujours chouette dans un groupe, à l'eau ou autre, que ça soit mixte, qu'il y ait une fille dans le groupe, ça fait toujours des choses, c'est toujours différent dans l'ambiance, dans tout. L'eau froide et le vent nécessitent une bonne protection pour surfer. Et ce sont les combinaisons néoprène qui permettent d'affronter les conditions les plus ingrates. Elles sont toutes fabriquées industriellement et leur coupe était exclusivement masculine jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, la combinaison de surf participe à la construction des identités de genre. Elle se porte comme un bikini très coloré chez les femmes, tandis que les hommes sont intégralement habillés de noir. En se construisant sur une pratique masculine, la culture surf a, depuis son américanisation, marginalisé celle des femmes. Par exemple, les sportifs concourant sur le circuit professionnel doivent être irréprochables aussi bien dans leur niveau de surf que dans leur plastique. Le niveau d'exigence est ridicule, faute de quoi certaines surfeuses se retrouvent sans sponsor. Silvana Lima, par exemple, qui représentait le Brésil aux derniers Jeux Olympiques, n'a pas eu un seul sponsor en 13 ans de carrière professionnelle. Elle n'entrait pas dans les critères de beauté des marques qui cherchent des mannequins surfeuses, et elle a toujours préféré surfer en short plutôt qu'en bikini. Un véritable frein au développement de sa carrière professionnelle, parce que sans sponsor, c'est très compliqué d'arriver à payer les frais de participation au championnat. D'ailleurs, depuis 2018, la WSL, la World Surf League, a formellement interdit à ses opérateurs de zoomer sur la poitrine ou les fesses des surfeuses en bikini. Ils doivent conserver des plans larges comme lorsqu'ils filment les hommes. De vrais gentlemen. Ça a été très masculin dans les premières années, on va dire, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'était par la rudesse du climat surtout. Et les équipements qui n'étaient pas forcément appropriés. Au départ, quand on voulait une combi qui supporte bien l'eau froide, qui soit bien adaptée à ici, c'était que des combis pour hommes. Alors nous, ça flotte dans les épaules, c'est pas terrible. Donc on n'avait pas du matériel très adapté, et puis
Et donc bah, c'était pas très motivant quand même, il y avait vraiment que les plus acharnés qui y allaient. Et au fur et à mesure, ça a évolué quand même. Il y a des marques et tout ça qui se sont adaptées à notre morphologie et qui ont proposé voilà, des équipements. Moi je me souviens, moi je rajoute des couches, hein, moi je fais la méthode de l'oignon, je rajoute. Et quand j'avais des choses que j'achetais pour hommes, et ça me brûlait. Moi je sais pas, on a peut-être la peau plus fine, j'en sais rien, mais j'étais toute irritée partout. Là maintenant j'ai des choses qui sont adaptées aux filles, bah, j'y vais plus souvent et j'y reste plus longtemps. Et je pense que pour d'autres filles c'est la même chose. Donc ça se féminise de plus en plus. Et maintenant le climat ne nous arrête pas. Voilà, parce qu'on a ce qu'il faut, selon notre morphologie. Et c'est beaucoup mieux. En fait, c'est plutôt la communication qui genre la pratique du surf. Alors, il y a le surf féminin et le surf masculin. Les marques, elles sont toutes divisées par deux. Il y a certaines marques qui commencent à avoir des segments femmes sur la partie homme. Quicksilver, il y a Quicksilver Woman, alors qu'il y a Roxy à côté. Mais il y a aussi des festivals très genrés hommes, il y a aussi des festivals très genrés femmes. Donc, ce qui pourrait faire courir les filles contre les garçons, je sais pas, de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. Mais la compétition amène à créer des cases, parce que finalement, les filles courent dans cette case-là, les garçons vont là. Donc la compétition est nocive, alors que finalement le surf est une pratique libre, loisir, elle est diverse. C'est une activité. Après, s'il y en a qui considèrent que c'est du sport, c'est un autre volet. Et c'est ce qui crée aussi des conflits dans l'eau, que ce soit garçon ou fille. C'est-à-dire que je suis meilleur que toi, c'est à moi la vague, moi je fais de la compète, toi t'en fais pas. Ça crée des différences de niveau, il y en aura toujours des différences de niveau, mais c'est très bien, parce que ça fait que progresser vers le haut. Mais il y a certains compétiteurs qui, hors compétition, se prennent pour des compétiteurs alors qu'il n'y a pas de compétition, quoi. Et des fois, ça crée des climats un peu nocifs. Mais ça pourrait être filles comme garçons. Même si je pense que les filles sont beaucoup plus ouvertes que les garçons, parce qu'elles sont confrontées à des problèmes de genre. Une fois de plus, ce sont les marques et les médias qui imposent une norme corporelle et la sexualisation de sa représentation. On n'a pas fini de voir traîner la caricature de la surfeuse blonde avec une plastique de rêve. Heureusement, l'équipement néoprène devient progressivement unisexe et la représentation des corps se diversifie. Les marques surfent sur la vague du gender neutral et finissent par aligner les prix sur leurs différentes coupes de combinaisons. On revient petit à petit à une égalité de la pratique, comme à l'époque des Alayas. Ça y est, l'Alaya est prêt à être surfé. Avec ses 5 kg et son 1,80 m de long, il va me faire goûter à une expérience de glisse unique. Impur et Enalou bigoudin. En manipulant la planche, je suis impressionné par sa capacité de déformation élastique. Et ça, je le dois vraiment au bois sans collage. L'Alaya est plat, mais sa flexibilité va lui permettre d'épouser la courbe des vagues sous mon poids. Son profil sera en perpétuelle évolution une fois à l'eau. Certaines planches de surf rigides peuvent avoir du flex comme ça, mais généralement plutôt à la partie arrière, le tail. Je pense notamment au kneeboard, développé par le shaper californien George Greenough dans les années 70. Un pionnier et un chercheur incontournable dans l'histoire du surf et du nautisme. Et de voir ça aujourd'hui, je suis sûr qu'il a tenté de reproduire cette qualité en étudiant des alayas. Le bois n'est pas un matériau stabilisé comme la fibre de verre et la résine, et il a ses limites dans un milieu aussi contraignant mécaniquement que les vagues. C'est pour ça que Greenough a dû chercher à l'adapter en matériaux synthétiques pour accroître sa durabilité et exploiter à fond ses capacités. Dans le cas du bois de mon alaya, il va vivre différemment chaque session et continuera de travailler en attendant la prochaine, entre les séchages et les fortes contraintes à l'eau. Donc en fait, je vais un peu surfer une planche vivante. Tout de suite, je la vois moins comme un bout de bois inerte et je comprends que les Hawaïens leur donnaient des noms. Ça oblige à vraiment prendre soin de sa planche de A à Z. Pas étonnant que ce soit des prêtres spécialisés qui les fabriquaient sur mesure à l'époque. Et en prenant quelques raccourcis, je dresse une analogie avec notre façon de pratiquer le surf contemporain. C'est toujours une personne qui est chargée de fabriquer les planches, le shaper. Chaque typologie de planche est adaptée à un style de vague. Les planches de surf sont des objets totems qui font la fierté de leurs propriétaires, tout en nous renseignant sur leur personnalité. Seulement, avec l'évolution massive de l'industrie du surf depuis les années 60, on a un peu tendance à l'oublier. Et puis d'un point de vue historique,
il y a au final assez peu de surfeuses et de surfeurs qui connaissent cette culture. Dès le début, je sentais que l'alaya allait être le bon moyen d'incarner ces questionnements entre le territoire et l'objet. Surtout qu'il est toujours utilisé par quelques rares surfeurs dans une pratique alternative de niche. Mais fabriquer et surfer un alaya en Bretagne aujourd'hui, ça a du sens? Surtout quand on est étranger à ses origines, blanc et athée, au XXIe siècle. Le truc est quand même né il y a des siècles à près de 12 000 km de la Bretagne. Bah, c'était un peu mon entrée à moi aussi dans le shep. Parce que c'était que j'avais, je pense, 12 ans. Je commençais à peine le surf. Et je fabriquais déjà des skates en bois. Et du coup, j'avais fabriqué un alaya. Mais c'était un truc minable. C'était en mélaminé. du coup, je me souviens, je pense que j'ai encore la moitié de la planche. Parce que bien sûr, elle a cassé très rapidement. C'est la base des bases, c'est par là que le surf a commencé et c'est cool qu'on en retrouve encore aujourd'hui. Après moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire du surf et je me rends compte que beaucoup de gens surfent sans connaître un minimum d'histoire. Et du coup je pense qu'essayer de faire connaître ça à certaines personnes, ce serait une bonne chose, créer une unité, tout ça. La planche de surf évolue avec les préoccupations de son époque. Comme si elle nous tendait un miroir dans lequel on pouvait aussi bien voir nos envies que nos craintes. Et elle non plus, elle n'échappe pas à la distinction des genres, même s'il n'existe pas de surf pour femmes à proprement parler. Le shape d'une planche est plutôt fait en fonction d'un type de glisse et de vague. La seule chose qui va apporter un élément de distinction et de genre, ce sera la décoration. Et comme pour les combinaisons néoprène, c'est une tendance créée par les marques qui répondent à un segment marketing. C'est pour ça que ce genre de planches, on les retrouve plutôt chez les gros distributeurs. La couleur, c'est généralement un parti pris qui a un impact sur les coûts de fabrication et d'achat d'une planche de surf. C'est pour ça qu'elles sont généralement toutes blanches. Donc sauf commande particulière, un shaper ne fabriquerait pas de planche pour femmes, contrairement aux marques. Surtout qu'ils ont leur propre identité graphique, comme des artistes et designers. D'ailleurs, petit aparté, si vous vous demandez pourquoi on voit toujours autant de résine, époxy, polyester, aujourd'hui dans le surf, alors qu'il y a des alternatives plus ou moins écologiques qui voient le jour à droite à gauche, c'est parce qu'elle permet des rendus inégalables. Et surtout quand elle est teintée. Là, la résine permet une recherche de couleurs très complexe à laquelle on peut ajouter un effet de profondeur unique grâce aux différentes étapes de finition. Ça participe à la réputation des shapers, des artisans autodidactes qui maîtrisent l'hydrodynamique, la sculpture et la couleur. Les plus influents définissent, parfois malgré eux, les tendances chez les marques d'ailleurs. Et attendez un peu, maintenant que j'y pense, je me rends compte qu'au moment de faire ce film, il n'y a que des shapers professionnels hommes et aucune femme en Bretagne. Comment en est-on arrivé là ? Alors, une shapeuse bretonne, non. Et en fait, je suis en train de constater que c'est regrettable. Mais je pense qu'en fait, il y a des nanas que je connais qui, par contre, sont autodidactes. Alors, elles ne deviendront pas forcément shapeuses, mais elles aiment l'idée d'apprendre à faire soi-même leur planche. Donc, il y a une volonté quand même de pouvoir se fabriquer son objet, sa sculpture. Bah ça c'est peut-être lié à un phénomène de société plus global dans les métiers de l'artisanat, les métiers plus masculinisés, historiquement quoi. Donc après ça évolue ces dernières années. Je pense que c'est juste lié à ça. Hein. Même dans la pratique de la glisse au sens strict, à partir du moment où tu vois que depuis 50 ans, puis même depuis 10 ans tu surfes dans l'eau, c'est quand même 90% de mecs, c'est pas étonnant que sur les 10% de filles qui restent, il y a moins de chances statistiquement qu'il y ait une shapeuse. Bretonne, je crois pas. Je crois pas qu'il y en ait. Enfin, j'en connais pas. Il y a de plus en plus de filles dans l'eau, mais en Bretagne déjà c'est récent. Si on remonte là à 1 ou 2 générations. Donc voilà, il faut un temps pour qu'il y ait de plus en plus de filles qui se mettent à ce sport-là qui était assez masculin. Après, le métier de shaper,
c'est un métier manuel et technique. Souvent, il me semble que c'est des métiers qui sont moins choisis par les femmes. Après, rentrer sur les raisons, je m'y tenterai pas parce que je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il y a des filles qui viendront. J'espère qu'il y aura bientôt des filles en Bretagne qui feront des planches de surf et j'espère des planches de surf écologiques, ça serait génial. Je sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais quand on papote avec une surfeuse ou un surfeur, tout peut s'arrêter si la houle se joint à la discussion. Comme ce fut le cas avec Paul Alexis. On a mis en pause la discussion pour aller surfer, à l'heure précise où les vagues nous l'ont imposé. Direction une grande plage de sable dans le Morbihan, pas très loin de son atelier. Et après l'avoir photographié depuis la plage, il était temps d'échanger les rôles pour filmer la première mise à l'eau de l'Alaïa. Je vais juste chercher le van et mes affaires, j'arrive. Maintenant j'en suis sûr, l'Alaïa flotte, même s'il glisse sur l'eau comme un savon mouillé sur du carrelage. Sans leash et à pied dans les vagues, j'ai l'impression d'avoir 6 ans et de grimper sur une planche de bodyboard. Alors j'avoue, c'est pas facile au début et il faut un style de vague bien précis pour exploiter la planche au maximum. Mais quel bonheur! La flexibilité de la planche apporte à la fois de la relance et de l'appui dans les trajectoires. J'ai hâte de poursuivre mes tests dans d'autres conditions. Le lendemain, on échangera nos planches à l'eau avec Paul Alexis pour comparer les sensations de glisse qu'elle procure. Et autant vous dire que de passer d'un longboard à un Alaïa, c'est comme passer d'un Hummer à une Twingo. Mais cette fois-ci, on est entouré d'autres pratiquants, les vagues sont meilleures et à la simple vue de ma planche, certains font part de leur mépris quant à ma potentielle démonstration de style. Vous m'avez vu pourtant. J'ai l'air de frimer là avec mon style de culbuto. La Bretagne doit faire face à la surfréquentation de ses meilleures vagues, surtout depuis la Covid. Le surf est à la mode et la grande distribution inonde les villes côtières de matériel bon marché pour attirer les pratiquants. Ça facilite l'accès au surf et les vagues autrefois tranquilles se retrouvent bondées de tout type de pratiquants. Je me mets à la place des locaux, ça doit être très frustrant. Donc forcément, voir un type qui essaye de surfer sur un bout de bois et qui rate des vagues, ça doit en énerver plus d'un. Et si l'observation n'est pas propre à la Bretagne, elle me fait penser à la seule et unique manière de faire la démonstration du surf en direct. La compétition. Les Hawaïens déjà, avec le Enalu, se défiaient mutuellement à l'eau. C'était à celui ou celle qui allait surfer la plus grosse vague, le plus longtemps, avec la plus grande planche. Une démonstration de force, toujours d'actualité, près de 2 siècles après la découverte du surf debout. On dirait que depuis, on n'a jamais trouvé une autre façon de crédibiliser cette pratique pendant les événements sportifs et culturels.
Cette forme très archétypale participe à ancrer le clivage homme-femme, même si on peut noter des initiatives comme le Queen Classic Surf Festival, un festival surf inclusif à Biarritz. Dans la sphère professionnelle, la première compétition féminine est organisée en 1975 et l'égalité des prize money est officielle depuis 2019 sur le championnat mondial. En regardant de plus près, ces changements ont eu lieu depuis qu'une femme, Sophie Goldschmidt, est à la tête de l'organisation et que l'association Committee for Equity in Women Surfing a fait pression. D'ailleurs, avec l'arrivée de la discipline aux Jeux Olympiques, j'imagine sans peine le nombre d'adhérents grimper en flèche dans les clubs de surf dès qu'une médaille française fera son apparition. Même si le surf séduit aujourd'hui surtout avec les réseaux sociaux, je pense à la future génération qui sera la plus active sur les vagues de demain. On dispute un match, on dispute une course, on dispute un combat, mais est-ce bien raisonnable de se disputer une vague ? En la transformant en arène remplie d'athlètes, où les figures, la vitesse et la puissance deviennent des uniques critères d'évaluation, on néglige le vivre ensemble et la contemplation de l'élément naturel. Ce sont d'ailleurs des juges et pas des arbitres qui font les classements selon leurs appréciations. C'est le tribunal du surf cette histoire, et forcément ça peut laisser place à la défiance et à l'individualisme. J'ai fait la compétition quand j'étais une sorte de sport-études avec le centre de la Torche, quand j'étais au collège, lycée, et au début j'étais dedans, donc ça me plaisait, l'esprit de compète, tout ça, et en fait, petit à petit, quand on grandit, on se rend compte que les filles, on les fait passer toujours un peu au moment où les vagues sont un peu les plus pourries, où c'est un peu la pause sandwich, donc voilà, on se rend compte que les séries de compétition filles, les juges sont moins attentifs. Ça c'était peut-être à l'époque, ça a peut-être changé, je ne refais plus de compétition, mais à l'époque ils étaient moins attentifs sur les séries féminines que les séries masculines. Il y a peu finalement d'outils véhiculant tout le bien-être que tu peux ressentir et les paysages auxquels tu es confronté. Et c'est même pas tant le paysage que pour moi des événements climatiques comme des arcs-en-ciel, un coucher de soleil, des nuages qui se positionnent d'une certaine manière, un passage de mouettes, des gravelots. Et en fait, tous ces événements-là qui sont petits et qui peuvent être quotidiens mais magiques en même temps, on leur laisse pas beaucoup de place en fait finalement, parce que ce qui compte c'est le nose, c'est tout ce qui va avoir des points dans les compétitions. Donc moi j'aurais tendance à penser que là on le montre de manière très clivante et c'est pas un bottom turn qui va moi avoir un impact sur ma vie. Finalement c'est plus de pouvoir coupler cet orgasme sportif avec un plaisir de faune et de flore qui m'entoure quoi. Et je pense qu'il y a plein de manières de montrer le surf et que pour le moment on est peut-être à 25% de ce qu'on peut en montrer. Je sais pas si les JO, je pense qu'il y aura une crédibilisation du sport, mais est-ce que ça va pas être encore un sport qui va être comme la voile par exemple, c'est compliqué parce que certaines conditions sont pas remplies, parce qu'on va être dans le milieu naturel, donc il va y avoir forcément la question des piscines à vagues qui va revenir, ou est-ce que c'est encore un énième sport qui aura fait son apparition 1, 2, 3, 4 fois au JO et qui va disparaître? Alors eu ses heures de gloire, et comme certains arts martiaux qui sont été une fois, qui ne le seront pas deuxième fois. Donc je sais pas, je pense que c'est trop frais pour qu'on ait une influence, surtout qu'en plus les pratiquants étaient ceux du World Tour. Donc finalement il n'y avait pas d'ouverture. On était encore avec les mêmes personnes. Donc c'était qu'une énième compétition de plus. Ça l'a ouvert, peut-être socialement parlant, à peut-être plus de monde, mais vu les horaires pour l'Europe, ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas fait mouche. On verra les prochains JO, mais si on part sur, comme c'est prévu au prochain JO sur une vague comme Tehopo, elle est inaccessible au commun des mortels. Donc à un moment donné, c'est juste l'élite du surf mondial qui peut se permettre d'aller sur cette vague-là. C'est juste une vague monumentale qui fait peur à la moindre personne qui se rend compte de ce que ça peut être cette masse d'eau, quoi. Ceux qui ont été la surfer sont encore moins nombreux que ceux qui l'ont vu. C'est pas comme sans dénigrer le tatami, c'est pas un tatami quoi. C'est-à-dire tu peux pas l'appréhender. La seconde d'après, il est pas pareil quoi. Rappelons-le, la culture surf est encore toute jeune en Bretagne. Elle navigue entre le boom de sa pratique, l'attrait des marques et sa bonne publicité. Pourtant, la culture indépendantiste de nos amis bretons infuse dans celle du surf, et ça lui permet de se détacher de tout ça. La médiation, le partage et la richesse de toutes ces scènes gagnent du terrain sur l'excellence sportive, moins adaptée à ce territoire qui demande des ajustements permanents.
En plus, elle peut céder des erreurs des autres régions qui ont laissé les multinationales s'installer dans leur culture locale. Cette construction et cette curiosité, je trouve que c'est ça qui doit se développer. Que toi tu viennes avec ton projet d'Alaya et qu'on en discute, qu'on en parle de l'essence du bois qui est utilisée finalement et d'autres choix qu'on pourra faire et que d'autres intervenants vont te conseiller et auxquels tu vas discuter sur ces points-là. Je pense que ce soit l'Alaya ou le surf féminin ou le surf en général, je trouve que ce qui doit se développer, c'est la bienveillance et la curiosité. Et être curieux de qu'est-ce qui existe, de faire des projets, d'oser, ça c'est aussi important par exemple. Si on parle de chefs féminins, on s'excuse de ne pas pouvoir citer leur nom, mais finalement on a aussi envie qu'elles nous bousculent et qu'elles osent créer des projets. Moi je demande que ça. Hein. Moi il y a une fille qui me dit je chef, trop bien, c'est trop cool quoi. Mais comme je le dirais aux gars qui franchissent la porte, qui me disent j'ai envie de monter un atelier de chef. Créez des projets, discutons, rapprochez-vous des artisans qui sont à côté ou des mecs qui ont essayé de faire des projets. Qui les ont toujours et ou des planches qui sont sur les parkings, pourquoi t'as ça, qui a fait ci, qui a fait ça. C'est ça le surf, c'est pas l'activité qui se passe dans l'eau, c'est tout le reste. Localement, j'aimerais peut-être que l'aspect culturel soit peut-être un peu plus présent. Je sais pas, qu'il y ait plus d'expos, d'événements, de rencontres, pas forcément sous couvert de festival, quoi, tu vois, que la culture vive plus hors de l'eau aussi, je sais pas, qu'il y ait un truc d'un groupe de jeunes sur la côte qui fasse un fanzine pendant 6 mois et puis voir qu'après 3 mois plus tard à l'autre bout il y a un peintre qui fait une expo dans un resto, enfin tu vois, vraiment des trucs amateurs, quoi, tu vois, que je sais pas, que ça se rencontre un peu en dehors de l'eau, tu vois, que ça génère un peu plus d'événements, de friction en dehors de l'eau, ouais. Je pense que, en fait, moi, ce que je crains, et je pense que ça va pas arriver demain, mais c'est avec une certaine montée des eaux qu'il y ait une redistribution des cartes. Alors peut-être qu'il y a des nouveaux spots qui vont apparaître, mais finalement, on n'est pas à l'abri tous que demain ce soit compliqué de se rendre sur un spot, de pas avoir assez d'essence, enfin que tout un tas de notions liées à l'effondrement nous empêchent finalement cette pratique. Et à la limite, il faudrait être à l'écoute de la nature qui aurait repris ses droits, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand on parle de montée des eaux, moi je peux pas m'empêcher de penser que le niveau d'eau va impacter la vague qui casse à tel endroit, sur tel rocher, à marée haute, tel coef, quoi. Revenir à la source, à l'essentiel, à l'âme en fait. C'est pas uniquement le sport et la technique, mais l'âme même du surf. Mais on est dans une société où il faut toujours être performant, être compétitif et tout ça. Donc c'est difficile en fait de se décoller de tout ça, oublier ça et revenir à l'essence même de ce qu'on est, de ce qu'est l'océan. Et l'Alaya, dans mon sens, nous ouvre cette voie. C'est pas juste la glisse, c'est comprendre tout ce qu'il y a autour. Et surtout l'océan. Voilà. Pour moi, la base de tout, c'est l'océan. Après l'océan, il y a la vague, il y a la glisse, mais c'est d'abord l'océan dans son intégralité. Pour m'intéresser un peu à la handi-glisse, il n'y a pas longtemps, j'ai participé en tant que bénévole à une session de handi-glisse pour faire en sorte que tout se passe bien. J'ai l'impression que ça faisait pas du tout curiosité le fait d'avoir des personnes en situation de handicap aller dans l'eau avec des planches, tu vois, genre quand je voyais les gens autour, je voyais aucun regard qui était putain t'as vu, incroyable. Donc autant c'est des sessions qui sont assez ponctuelles du fait pour la sécurité, pour l'encadrement quand même, mais je sais que l'école avec qui on l'a fait là, c'était la première année qu'ils le faisaient, donc la deuxième ou troisième fois. Donc c'était quand même assez nouveau sur le spot, c'était à la torche, et ouais, je regardais un peu, tu vois, parce que j'essaie de regarder ça d'un œil un peu critique toujours quand je vois des trucs par rapport au surf. Et j'étais assez agréablement surpris de le naturel avec lequel ça s'est passé, quoi, tu vois. On peut d'ailleurs souligner la création d'une réserve de vagues à la Côte Sauvage, à Saint-Pierre-Quiberon, impulsée par le surfeur Erwan Simon et l'association Hydrodiversité. Une première en France qui protège ce site naturel de toute construction humaine et préserve l'existence de ces vagues et leur environnement adjacent. Finalement, la culture surf bretonne s'épanouit dans ses problématiques quotidiennes. Et ça lui permet de resserrer les liens entre ses acteurs. Diviser pour mieux régner, disait l'autre. Ici, la tendance c'est plutôt s'unir pour s'enrichir. La scène régionale écrit les pages de son avenir en tirant parti de sa diversité. Le surf comme remède aux grands maux et la culture comme arme contre une industrie étouffante.
Quelle histoire! Je vous avais prévenu, non? J'étais clairement naïf au début de cette expédition, mais elle m'a permis d'ouvrir pas mal de portes sur la compréhension du surf, son territoire et ses enjeux. Ce film me permet d'appréhender de façon critique la scène surf française que je fréquente le plus, en allant à la rencontre de celles et ceux qui la vivent pour élargir mon point de vue. Je voulais aussi explorer toutes les spécificités de ce territoire au caractère bien trempé, où les infos et les histoires se transmettent oralement d'un parking de plage à l'autre. Entre la spécificité de son territoire et de sa culture maritime, la Bretagne embrasse le monde du surf de manière inédite. La diversité de son littoral, de ses vagues et de ses artisans indique la marche à suivre. Rendre possible la cohabitation en révélant les différences. Et par révéler, j'entends être en éveil sur la force collective d'une pratique en apparence individuelle. Pour permettre ça, il faut créer de l'interaction, en vrai, dans les événements sportifs et culturels. Mais on l'a vu, s'il y a bien une chose qui a du mal à évoluer, c'est la compétition. Le format pourrait se diversifier, avec de la mixité, des critères d'appréciation moins objectifs, ou encore en favorisant une pratique plus en harmonie avec son territoire. Par exemple, on donne une date fixe à une compétition sur une plage bien précise, et les surfeuses et surfeurs sont jugés sur leur capacité à s'adapter aux conditions en temps réel. Le choix de la planche serait mis en avant, les shapeuses et shapeurs locaux aussi, et on pourrait tirer parti de chaque saison. La représentation serait bien plus large et donnerait un coup de projecteur sur des scènes écrasées par les spots mythiques du circuit international. Pourquoi ne pas aussi créer des rassemblements autour d'un territoire spécifique où la médiation et la culture seraient les grands noms de l'affiche? Les sponsors pourraient soutenir l'émergence d'artisans, d'artistes et de designers en leur offrant une belle visibilité lors d'événements sportifs. On pourrait aussi généraliser ces expositions sur l'histoire du surf en facilitant son accès et sa compréhension. Exposer des pièces de collection privées et publiques, et je peux vous dire qu'il y a de la ressource. Bref, faire de ces événements un véritable mouvement dans le monde du surf avec un impact positif sur celles et ceux qui la vivent. Sortir cette culture des salles de shape et d'événements ciblés pour enrayer cet entre-soi dont les surfeuses et surfeurs sont au final un peu victimes. Dernier point, la culture surf, plus globalement, on l'a vu, elle connaît un perpétuel recommencement. On délaisse un temps d'anciennes techniques avant d'y revenir et de se les approprier. Et l'Alaïa le démontre bien. Bon, j'avoue, j'espère donner envie à certaines et certains de se fabriquer et surfer le leur. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel très complexe, et c'est quand même vachement moins contraignant que de fabriquer un surf en matériaux synthétiques. Je serai le premier à venir vous voir si vous avez ça sous le bras à la plage. Bon, je fais le gars super confiant comme ça, mais il faut que je vous dise, j'ai fini par casser l'Alaïa quelques mois après mon trip. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je m'y attendais un peu quelque part à cette casse. Un mauvais positionnement sur une fin de vague et une planche de bois qui a perdu toute sa souplesse en séchant bien comme il faut dans mon appartement, ça fait pas bon ménage. Mais rassurez-vous, je l'ai réparé depuis. Mon Alaïa trône fièrement au milieu de mon salon et ça fait une belle histoire à raconter. D'un point de vue de designer, je ne peux qu'encourager l'expérience de la fabrication et de ne pas avoir peur d'aller au bout des choses. Les artisans et designers que j'ai rencontrés m'ont appris à mieux appréhender le bois et ils m'ont ouvert les yeux sur les différentes sollicitations que va subir le matériau au cours de sa vie. D'un point de vue de surfeur, je ne peux que pousser à s'intéresser à ces objets qui peuvent être aussi complexes que frugaux, en plus d'être super fun à surfer. Et là, ce sont les shapers qui m'ont expliqué des informations sur la circulation de l'eau qui m'échappaient. Ils ont consolidé mes connaissances sur les matériaux qu'on peut retrouver dans un surf. Au final, c'est ça d'apprendre par le faire. Analyser, rencontrer, fabriquer, tester, rater, recommencer. Une mécanique d'apprentissage qui me fait déjà songer à la prochaine planche. Et comme bien d'autres avant moi, je compte continuer à scruter cette culture rouleuse en l'adaptant à mon territoire, toujours en quête d'imprévus et de nouvelles vagues.